Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Time For, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs qui cassent les codes et qui font bouger les lignes dans les quartiers, dans les territoires ruraux ou simplement grâce à leur parcours. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'accueillir quelqu'un dont l'histoire me touche personnellement et je vous expliquerai pourquoi. C'est Julien Tuffery. Salut Julien. Hey, salut. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Damien, notre Head of Sustainability chez Daphne, qui joue aussi un rôle important dans l'accompagnement des entrepreneurs que nous soutenons chez Time For. Salut Julien, salut Aurélie. Salut Damien. Alors Julien, tu es le dirigeant de l'atelier Tuffery, la plus ancienne manufacture de jeans de France, fondée en 1892 à Florac dans les Cévennes. Et oui, à l'origine, ton arrière-grand-père fabriquait des pantalons de travail en toile de Nîmes, ce tissu robuste qui donnera plus tard le fameux denim, devenu l'un des vêtements les plus portés. Hein. On en a déjà d'ailleurs tous. Mais c'est pas la bonne marque, par contre. Exactement. Et comme une grande partie de l'industrie textile, la manufacture a été frappée de plein fouet par les délocalisations. Et pendant longtemps, beaucoup ont pensé que ce type de production n'avait plus vraiment sa place en France. Exactement. Et pourtant, il y a une dizaine d'années, en 2016, avec Myriam, ton épouse, vous décidez de relancer cette manufacture familiale dans les Cévennes. Un pari assez fou et audacieux. Et tu vas nous raconter toute cette histoire. Donc, pour moi, cette histoire, comme je vous disais, ça a une dimension particulière parce que depuis toujours, ma famille part dans les Cévennes à Florac en vacances. Et Tuffery, on y allait à chaque vacances. Et quand on travaillait bien à l'école, on avait souvent un petit cadeau de chez Tuf. C'était d'ailleurs chez Tuf le bien sûr, nom. on y reviendra sur ça, sur l'évolution marketing de la marque. Exactement. Donc aujourd'hui, avec Time For, on lance, je te rappelle Julien, un fonds dédié aux entrepreneurs issus des territoires et des quartiers, ceux qui passent souvent sous les radars, faute de réseau ou de moyens pour accélérer. Julien, tu incarnes parfaitement cette idée qu'on peut créer de la valeur, de l'emploi et de l'inspiration. J'arrête avec mon intro, à toi de jouer. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et puis raconte-nous du coup qui tu es et toute ton histoire. Ouais, avec plaisir. Hein. Merci déjà, merci infiniment on en parlait en préparation, de donner la parole au territoire. Il se passe plein de choses derrière le périph' et loin derrière le périph'. Et alors nous, vaste sujet. Le sujet, il est évidemment tentaculaire parce qu'il est à la fois évidemment très environnemental, très humain, très social, mais surtout aussi très profondément économique. J'ai une énorme mission aujourd'hui, c'est de ne pas passer, pour vos auditeurs, pour un énorme utopiste rêveur qui vit d'amour et d'eau fraîche au fin fond des Cévennes. Parce que contexte, je fabrique au fin fond de la Lozère, donc pour rappel, évidemment, le plus beau département de France. Je confirme. Avec beaucoup d'objectivité. Tous les habitants de la Lozère, on ne fait pas un guichet fermé au Stade de France. Donc j'ai l'habitude de dire que je fabrique au fin fond de la Lozère le produit le plus mondialisé, c'est-à-dire le jean. Évidemment qu'à l'époque où, comme tu le relates avec beaucoup d'émotion, quand tu bossais bien à l'école, l'été, tu allais chez Tuf te faire acheter quelque chose. À cette époque-là, donc si on était dans les années 2000 à peu près, eh bien écoute, à cette époque-là, mon père et mes oncles étaient les dernières paires de mains à fabriquer du jean en France. Et évidemment que dans les années 2000, même vous qui êtes plutôt très bien câblés sur le sustainable aujourd'hui, je pense que vous et vos familles, même vous posiez pas la question en disant... Tiens, le Made in France, personne n'en parlait en fait. Et c'est pour ça que je suis toujours, et après moi je finis la mienne d'introduction, et j'attends vos questions, et Dieu sait qu'il y a moult sujets à aborder. Je suis toujours un peu, je pense que jusqu'à la fin de ma carrière, je serai gêné par ce type d'interview et un peu de mise à nu, parce qu'aujourd'hui vous m'accueillez comme une rockstar et c'est super, mais mon père faisait exactement la même chose il y a 20 ans, et sauf que lui c'était le marginal Cévenol. Lui, c'était un peu le gars à côté de la plaque, c'est-à-dire lui et ses frères, donc mes oncles et mon père, ces dernières paires de mains qui fabriquaient du jean en France dans les années en gros, le grand atelier de Florac a fermé donc, en 83. Donc, c'est-à-dire que mon père et mes oncles ont connu quand même une fermeture d'atelier. Ils sont passés de 60 à 3 personnes en quelques mois, dans un village de 2000 habitants. Dans un village, voilà. Donc, en gros, nous, on le voit encore aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que quand on amène nos petits à l'école, on nous parle du feed Instagram. Quand on va boire un verre dans un bar, on nous parle d'un truc économique, d'un produit. En fait, c'est très présent dans le village, hein, et tu le sais très bien, Aurélie. Donc, c'est pour ça que mon père a connu cette époque-là où ils sont passés donc, de 60 à 3 personnes en quelques mois. C'était vraiment une entreprise qui devait disparaître. Hein. Je veux dire, personne ne s'intéressait à ça. Là où ils ont été brillantissimes, c'est qu'ils ont toujours continué à maintenir ce savoir-faire. Ils ont toujours fabriqué des séries de pantalons, notamment pour une population locale
qui n'allaient pas à Montpellier s'habiller. Le web n'existait pas, donc ils venaient chaque année dans la vallée de Florac chercher leur paire de, alors je le dis en patois, leur paire de braille, quoi, le pantalon. Et il y avait ça, mais c'était vraiment, même moi pour ma part, quand mon papa, j'étais au collège, donc moi je suis né en 86, en 2000 j'ai 14 ans, quand on a 14 ans, dans les années 2000, qu'on est au fin fond de la ruralité, qu'on est fils d'artisan, qu'on a un peu chié avec son histoire de Made in France, et que pas de bol pour moi, on est très bon élève à l'école, mais il faut surtout pas s'intéresser à la reprise de la manufacture familiale. En fait, c'était écrit d'avance que cette boîte devait s'éteindre. Donc mon père et mes oncles ont toujours continué, ont continué ça. Ils avaient prévu de le faire jusqu'à leur mort pour ces familles, et je sais que ta famille en fait partie, qui depuis sans doute ton arrière-grand-père achetait des pantalons fabriqués à Florac, parce que c'était comme ça, en fait. Le textile n'était pas mondialisé à l'époque. Donc ça devait vivoter, mais évidemment qu'il fallait pas en parler. Et quand j'étais collégien, que mon papa se pointait à la maison, ou que je faisais mes devoirs à la manufacture, qu'il était tout fier de me filer le pantalon TUF qu'il venait de fabriquer, que je devais porter au collège. Papa, non, moi je voulais de la grande marque américaine, je voulais du... Et quand j'y repense à ça, je vous en parle, j'ai un coup de frisson. Mais et aujourd'hui, alors qu'il faut ça, on s'arrache les jeans Atelier Tuffery, c'est trop bien, c'est trop de la hype. Donc c'est pour ça que moi, s'il y a bien une valeur que je trouve qu'on retrouve dans la ruralité, beaucoup, qu'on retrouve dans les boîtes familiales, beaucoup, et c'est la première valeur que j'apprends à mes enfants, si on ne sait jamais ils deviennent entrepreneurs, humilité. Humilité et respect du temps long, quoi. Ce pourquoi tu es marginal hier, c'est peut-être ce qui fait que tu es un peu en avance demain, quoi. Finalement, se rappeler d'où on vient aussi. Ouais, et puis c'est pour ça, alors là je vais vous faire rire, mais j'y vais évidemment plein de tubes dans la caricature du rural qui vous parle. Vous pouvez pas savoir à quel point l'éloignement de Paris fait du bien. Alors attention, hein, ça fait énormément de bien de venir à Paris, parce qu'évidemment beaucoup de choses se passent là. Mais en fait, vivre en ruralité, c'est aussi vivre loin moi je dis toujours des bullshit time. C'est-à-dire que dans cette espèce d'effervescence parisienne qui est formidable, qui nous nourrit, qui est tout ça, il faut faire attention aussi à la futilité des choses, ça, souvent. Et là, je trouve que, on est tous les jours, à 8h moins 10, on embauche dans notre manufacture avec notre équipe de 40 personnes, un peu loin des signaux et on le voit, on est tous les jours, quand on est à Paris, on a 1000 opportunités par jour d'aller à un vernissage, un machin, un truc, c'est vrai que c'est grisant. Ça pourrait nous éloigner de notre mission de base, qui est celle de reconstituer des filières, de passer du temps avec ces équipes. Et je rebondis sur ce que tu dis. Moi, cette notion de racine, elle est prépondérante pour moi. Enfin, nous, on est dans un territoire entre 1h et 2. On met les baskets, on va faire un trail. Tu es bien placé pour le savoir, Aurélie. On monte sur les couronnes du Cosme-Jean, plein cœur du Parc National des Cévennes. Putain, mais qu'est-ce qu'on est bien, en fait. Qu'est-ce qu'on est bien. Et surtout, on est d'autant mieux qu'aujourd'hui, être dans ce département le moins peuplé de France... ce n'est pas un problème, dans le sens où on envoie des jeans partout sur la planète. Vous envoyez un jean à Paris ou l'envoyer à Melbourne, pour nous, c'est exactement le même métier. On imprime juste un feuillet de plus qui est la déclaration douanière, soit une demi-seconde de travail en plus. Donc, carte de la mondialisation rebattue là-dessus, c'est qu'on envoie des jeans partout sur la planète. Et là où c'est très beau, c'est que recevoir une commande de M. Davis à Melbourne ou la recevoir d'Aurélie à Paris, c'est exactement pareil. Donc, vous voyez à quel point, en fait, la ruralité n'est plus isolée. Ah bah, t'en es bien la preuve, mais comment t'as fait, en fait, finalement? Comment t'as réussi à créer, à recruter? Comment t'as fait à relancer? Au début, vous étiez 1 ou 2 jours par semaine, et après, vous êtes prêt au jeu. Vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire, ce savoir-faire, on ne peut pas le laisser couler. Mais comment tu fais? Comment tu... Ouais, alors je sais, c'est vrai que cette question, on me la pose souvent, en fait. Comment vous êtes passé? Alors déjà, on a fait des choix. Pardon, je te coupe, mais Vas-y. Bon élève à l'école. Donc en plus, t'es quand même... Tu commences ta carrière dans des trucs les plus... le plus cliché, ingé. Voilà, t'es dans une boîte de... une toute petite boîte française qui s'appelle Veolia. Voilà, exactement. Et donc comment, tu vois, à quel moment t'as le déclic? Alors ça, c'est un dilemme. Il y a 8 questions dans ta question, là, Aurélie. Non, mais déjà, le côté, moi, j'étais passionné. Donc moi, j'ai toujours fait mes devoirs dans la manufacture de mon papa. Et c'était un peu la règle. C'est-à-dire que si mes devoirs sont bien faits et sont faits avant la fermeture de la manufacture, naturellement, tu es dans une manufacture entourée de machines. Tu te mets à la machine et tu couds. En fait, c'est génial. La machine à coudre, surtout les vieilles industrielles,
Ces espèces de trucs, non, j'appelle ça des tanks, quoi. C'est des gros machins un peu tirés du passé avec une grosse pédale d'accélérateur. Ça fait du bruit, t'accélères, tu joins des trucs, ça coud. Ouais, c'est hyper grisant. Sauf que pareil, c'est toujours très étrange de vous parler de ça aujourd'hui, mais il y a encore quelques années de ça, un garçon qui s'intéresse à la couture, mais qui est bon élève à l'école, mais faut surtout pas faire ça. Même la hype de la couture, vous l'avez vécu, c'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, c'était un truc de mes mères qui savaient pas trop quoi faire de son hiver. Aujourd'hui, c'est devenu hyper hype de coudre, mais qu'est-ce que c'est trop bien. Donc en fait, en quelques années, en fait, tout a changé. Et donc moi, j'étais, tu le sais, à Florac. À Florac, on est entouré d'environnements hyper préservés. Moi, j'ai toujours été passionné par l'eau, par tout ça. Donc moi, je suis oui, le truc, on va pas trop en parler parce que c'est trop classique, grandes écoles, tout le tralala. Donc moi, je fais un beau début de carrière dans une très belle boîte où je me suis régalé, où je gérais toutes les stations de traitement des eaux des Pyrénées-Orientales chez Veolia. Donc c'était cool, en fait, c'était cette espèce de mission un peu citoyenne de se dire, tu reçois en entrée de station d'épuration une eau absolument dégueulasse qui arrive de vos domiciles. Et 200 mètres après, tu as la rivière. 3 km après, tu as les plages de Canet-Roussillon. Il faut que cette eau elle soit nickel, qu'elle soit cohérente avec le... Donc, moi, c'était mon boulot passion. Donc, c'était super. En plus, j'ai bien travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Donc, j'étais sur une belle rampe d'accélération. Mais après, se pose... Et Myriam, c'est pareil. Myriam a été aussi dans un grand groupe là, qui faisait de la tomate cerise à production Maroc. Tout arrivait à Perpignan. Tout était dispatché ensuite en Europe, en contre-saison. Poil dans nos valeurs. Bref, mais après, on crache pas dans la soupe. C'était super. Et donc, on est dans les années 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez, Arnaud Montebourg, Cocorico, La Marinière, le Moulinex, Made in France, les présidentielles. Ça y est, ça redevient une espèce de mantra un peu sociétal, réindustrialisation, machin. Et nous, avec Mimi, on est pris d'une petite frustration en disant punaise, mais c'est pas nouveau en fait. Ça n'a pas attendu la présidentielle en fait. Partout sur nos territoires. Ça existait déjà. Mais bien sûr, il y a des gens qui, tu vois, j'ai encore des frissons quand je vous en parle. Il y a des gens qui défendent des valeurs de bon sens absolu. C'est pour ça que tu me poses la question comment on y arrive. Déjà, valeur cardinale, on a beau faire toutes les écoles du monde. Commençons par un bon sens paysan et un bon sens financier. Et en général, les choses se passent plutôt bien. Et donc vraiment, le Made in France, c'est pas nouveau. Et là, on pense évidemment aux 3 TUF, donc mon père et mes 2 oncles. Cette entreprise rococo dans cette ultra-ruralité qui était programmée pour disparaître. Mais on s'aperçoit qu'elle est terriblement moderne, cette boîte. C'est-à-dire qu'on fait partie, et puis pareil, alors je vous mets dedans, désolé l'équipe, là, mais cette première génération de bobos où on fait un peu attention à qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, qu'est-ce qu'on achète, est-ce qu'on a vraiment besoin. D'où viennent les... Et puis voilà, et puis on commençait exactement à ce que tu dis, c'est-à-dire à retourner des étiquettes pour voir où ça venait. Et on s'apercevait autour de nous qu'il y avait de plus en plus de gens qui retournaient les étiquettes pour savoir d'où ça venait, avec évidemment une offre pauvre, mais une prise de conscience. Et là, on se dit, mais vas-y, banco, en fait, c'est chouette ce qui se passe dans les Cévennes. Puis aussi, on est dans les années 2012, 2013, 2014, début des réseaux sociaux. Je me souviendrai toute ma vie, le jour où j'ai inscrit Jean Chuf sur Facebook, où là, je m'amuse à dire à mon père et à mes oncles, mais vous apercevez que depuis Florac, pour le coup, on a 7 milliards de visiteurs potentiels. Voilà, je vous fais la tête, je vous fais ça. L'apparition de l'apogée des réseaux sociaux et de la digitalisation est formidable. C'est-à-dire que, je vous remets dans le contexte, c'est dur de vous dire ça. Pourtant, on ne parle pas de la Renaissance, on parle d'il y a 15 ans de ça à peine. Tout ce qui faisait passer mon père et mes oncles pour des espèces de bofs marginaux depuis 30 ans devient la mode. La ruralité, le Made in France, l'artisanat, le fait main, les circuits courts, la Lozère, les Cévennes, le monde paysan, le loin de tout, le à côté de rien. C'était hyper galvaudé jusqu'alors. Là, il suffisait juste de le raconter, de faire des photos à publier sur un feed, quand on découvre ça, pour que les gens trouvent ça génial. Alors qu'on n'a rien changé. Et là, banco, quand je te parlais d'alignement des planètes, on est en plein dans ça. Et donc là, petit à petit, on commence à s'intéresser à la reprise de la manufacture. Alors là, j'ai un gros message à faire passer aux auditeurs, parents ou grands-parents qui écoutent, ou même les futurs entrepreneurs. Mais je dis souvent que la France est un formidable pays pour entreprendre. Enfin, franchement, des dispositifs de création de boîtes, des fonds qui accompagnent, des prêts à taux zéro, des subventions de région, tout ça. Pareil, le chômage, pendant 2 ans, tu arrêtes. Alors, je sais que ça a un peu changé, mais nous, on a vécu ça, c'est-à-dire qu'en rupture conventionnelle, on a 2 ans pour créer sa boîte. On a des dispositifs pour entreprendre qui sont formidables. Par contre, la prise du goût du risque pour se dire, tiens, je lâche mon CDI, cette fameuse phrase mantra, pour entreprendre,
putain, c'est pas trop ça, quoi. Donc, pardon, j'ai lâché un gros mot. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait passer cette étape tout ça de pour vous lâcher dire prise? que quand on a annoncé à nos proches qu'on allait abandonner ouais. nos super rampes d'accélération de carrière de cadre Ils sup t'ont dit, pour t'es reprendre une manufacture moribonde au fin fond des Cévennes, on avait 30 ans. On nous a dit, alors nos parents quand même proches l'ont à peu près compris parce qu'ils savent qu'on n'était pas que fous. Mais c'est clair qu'autour de nous, on a des gens qui nous ont empêchés de dormir. C'est-à-dire, on a des gens, mais c'est la crise de la trentaine, leur histoire de pantalon, dans un an et demi, c'est plié. En plus, ils font ça à Florac. C'est pas le temple de la mode, Florac. et donc, c'est pour ça. Alors, c'est très drôle parce que 10 ans après, ces gens-là qui nous empêchaient de dormir il y a 10 ans, aujourd'hui viennent nous taper sur l'épaule en nous disant franchement, super. Heureusement que vous l'avez fait. Hein. On ne vous l'avait pas dit? Non, vous ne nous l'avez vraiment pas dit. Donc, méfiez-vous. Message aux futurs entrepreneurs, c'est... il faut avoir quand même un gros paquet de convictions. Qu'est-ce que c'est pas évident d'entreprendre, mais je trouve que c'est pas la technique de l'entrepreneuriat qui est pas évidente, c'est le regard sur... et tu vois, et je trouve qu'il y a... La dernière fois, j'ai découvert ça, j'ai dit, putain, mais voilà, c'est expliqué. En France, et je sais que je vais parler des États-Unis, j'adule pas les États-Unis, hein, surtout en ce moment, vraiment pas du tout. Mais par exemple, tu entreprends aux États-Unis, il y a toujours cette notion de take a chance. Take a chance. Tu take a chance de faire quelque chose, tu tentes. En France, c'est tu prends un risque. Vous voyez cette sémantique? Ouais. Et je trouve que bingo, elle reflète tout ça. Donc du coup, on reprend, on explique à mes parents qu'il y a peut-être quelque chose à faire. D'entrée, encore une fois, nous on est sur une activité manufacturière, c'est-à-dire que si on lit pas, si on n'amène pas l'humain, en fait, on a perdu. Donc on amène mon père et mes oncles en disant est-ce que vous êtes prêts à transmettre? Et ensuite, on fait une phrase, on se dicte plusieurs phrases vraiment clés chez nous, qui sont encore valables aujourd'hui, qui le sont jusqu'à dans 300 ans. C'est qu'on décide de conditionner notre développement économique à la capacité à refabriquer et à redensifier des unités de production. À l'époque, c'est pas la mode. C'est-à-dire que vous avez tous suivi l'apogée de marques clinquantes autour du Made in France, mais qui se sont plutôt appuyés sur des ateliers partenaires qui fabriquaient sur le réseau. Nous, on s'est dit, demain, une marque forte, à mon sens, avec le sens de Myriam aussi, c'était de se dire, on va reconstituer ce qui est une marque fabricante, c'est-à-dire de entièrement verticaliser la chaîne de valeur. Et de l'intégrer complètement. Et de l'intégrer complètement. Pour nous dire, on est devant tellement de défis managériaux, environnementaux, de transition, de transmission, de refonte du lieu de travail, que si on n'est pas riche de notre travail, si on n'amène pas la valeur dans la manufacture, on n'arrivera pas à le faire ça. Donc, on décide de le faire tout simplement. On va, dans un premier temps, on rachète l'entreprise officiellement en 2016. Donc, cette année, ça fait 10 ans. Et juste le cheminement, il a pris, du coup, c'est entre 2012 et 2016? Ouais, c'est ça. Entre 2014, vraiment, 2014, 2015, on a un peu bossé en parallèle, on a carrément bossé. En fait, au début... si tu veux, c'est dur à expliquer parce que ça faisait quand même 30 ans qu'on nous bourrait le mou en disant cette boîte, elle est irreprenable, elle ne pourra pas se reprendre. Donc, du coup, au début, faut d'abord qu'on déconstruise ça, qu'on prouve quand même, parce que si on n'avait pas l'adhésion des trois vieux, ça ne marchait pas. Donc, on a prouvé que c'était faisable. Au début, avec Myriam, on se connectait à distance. Ça aussi, magie de la digitale. On se connectait à distance, on répondait aux clients. On commence un peu dépoussiérer le web avec absolument zéro budget. Donc, on y travaillait les premières semaines, 2 soirs par semaine. Et puis après, il a fallu faire tous les soirs par semaine, puis les week-ends, puis les vacances, puis tout ça. Alors ça tombait bien, on était jeunes, plein d'envie, pas d'enfants, tout ça. Rien à perdre, on a tenté. Et petit à petit, en fait, on a allumé des voyants en vert et surtout, on a montré qu'en fait, la rentabilité du modèle, elle était déjà existante. C'est-à-dire qu'on vendait un jean, on était rentable sur ce jean qu'on vendait. Donc on a pu aller voir des établissements bancaires qui nous ont permis de racheter la marque, de donner tout ce que je devais ce que je pense que méritait mon père et mes oncles. Et petit à petit, on a grandi comme ça. La première année qu'on a repris, je sais pas, on a dû vendre de mémoire, 3000 jeans. La rentabilité, parce qu'on va parler du modèle économique, 100% de la rentabilité qu'on a générée sur ces 3000 jeans, on a acheté 8 machines de plus. L'année d'après, on a dû en vendre 8000, puis après, etc. Et en fait, tout ce qu'on a gagné sur l'année N-1, tu le réinjectais? Exactement. En fait, on l'a monté en haut de bilan pour renforcer les capitaux propres. Avoir des capitaux propres forts, c'est déjà montrer quand même ta politique de réinvestissement dans l'entreprise. Donc, tu vas avoir une banque, tu es crédible. Tu vas avoir une subvention de région, tu es crédible parce que les capitaux propres se renforcent. Donc, en gros, ça a été ce côté
ce côté un peu bon sens. C'est pour ça que tu vois, ta question, souvent, on me dit, mais vas-y, explique-nous comment tu as fait. Quoi la recette? Comme, je sais pas, comme un bon paysan, un peu avec du bon sens, en disant juste... sois patient. Sois patient, travaille. Attends. Et on va peut-être parler du temps long. C'est que moi, j'ai un rapport au temps qui est hyper particulier. C'est-à-dire que nous, notre vraie raison de nous lever tous les matins, c'est nous dire que dans 30 ans, on cédera les clés d'une entreprise qui sera super. Résiliente. Ouais, qui sera économiquement géniale, qui sera humainement parfaite et qui sera surtout écologiquement à la pointe. Donc en gros, on savait qu'on était parti sur du temps long. Alors ça dénotait un peu, parce qu'en 2015, on est dans la Startup Nation. C'est-à-dire que quand tu as un fonds qui t'approche, il faut absolument dire oui. Si les millions viennent à toi, il faut absolument les accepter. Dis-lui un capital, c'est pas un problème. Et nous, on a dit non à ça. C'est aussi pour ça qu'on est... Je pense que notre succès aujourd'hui notre super rentabilité réside aussi dans le fait qu'on est à 100% capital familial. Et là, donc, on repart vous êtes approché par des fonds quand même, donc en Lozère, ça. T'as pas senti que vous étiez un peu dans une région où on regardait moins 2016 non, pas du tout. Alors pareil, oui, on est beaucoup approchés. Alors je vais pas en parler parce que par respect pour ceux qui nous approchent et surtout ceux à qui on dit non, en fait, avec beaucoup de délicatesse en disant on veut pas vos millions. Mais maintenant non, mais ouais, voilà. Tout le temps. Il y a eu tout le temps, mais du coup ça monte crescendo parce qu'évidemment le sujet... c'est surtout que le modèle économique se renforce. En 2016, c'était surtout vraiment les gens qui avaient soit capté vraiment la notion un peu luxe, soit le côté les premiers de l'éco-responsabilité. Et puis là, ça s'étend sur les demandes de vente. Enfin, nous, on a eu des demandes de rachat à l'appel, avec des gros millions quand même, qu'on a toujours refusé, qu'on refusera accessoirement toujours. Voilà. Et par contre, juste, je t'arrête tout de suite, Aurélie, parce que je sais que tu veux m'amener là. Entreprendre dans la ruralité. En tout cas, je vais parler de la Lozère. Mais faites le plus. En fait, on est sur des territoires, si vous voulez, et je vous mets au défi de faire ça en région parisienne. On est sur nos territoires. En un mail, vous mettez en CC les conseillers de la présidente de région, le préfet, le sous-préfet, les conseils des chambres consulaires, tous les groupements des fonds régions, les FEDER, les leaders, tout ça. En un mail, vous envoyez tout ça. Dans la semaine d'après, vous rencontrez tous ces gens, si vous voulez. Le département, tout ça. Donc, en gros, moi, je dis toujours, ces territoires avec du lien social vrai et de proximité, il est valable. C'est-à-dire que nous, en Lozère, on a exactement les mêmes dispositifs que vous en région parisienne. On est moins à les demander. Et c'est surtout qu'en fait, il y a un regard sur des porteurs de projets. C'est du tapis rouge, quoi. Je pense que ce projet-là, l'amorce notamment, aujourd'hui serait différent, mais l'amorce, je pense qu'on n'aurait pas mieux pu la réussir si on n'était pas sur ces territoires-là, d'ultra proximité. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est un super conseil. Mais comment tu fais en tant que personne qui souhaite se lancer pour avoir ces contacts, pour se connecter à cet écosystème? Alors peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais en fait c'est assez simple. Ouais, c'est assez simple. Okay. Mais c'est assez simple. Tu vas voir le maire de ton village. Tous les maires des villages attendent que ça. C'est souvent ce que je dis. Alors, je le fais peu parce que j'ai pas de temps, mais quand je vais en table ronde dans les écoles de commerce, où tous les jeunes veulent devenir tous entrepreneurs riches et célèbres très vite, évidemment en inventant la dernière appli, mais je leur dis juste, regardez vos villages dans lesquels vous avez grandi. Demain, vous reprenez une épicerie, vous pouvez innover. Vous pouvez vous éclater, vous pouvez entreprendre. Demain, vous allez dans un bassin de vie avec une idée entrepreneuriale. Vous prenez vos petits baskets, votre petit ordinateur, vous allez taper à la porte de la mairie. La mairie s'ouvrira. Si la mairie s'ouvre, la communauté de communes s'ouvre. Si la communauté de communes s'ouvre, tous les satellites s'ouvrent, tous les syndicats, tout ça. C'est d'une... Enfin, je comprends ta question dans le sens où tu as peut-être la vision, peut-être grande métropole, où tu ne sais pas à quelle porte taper. Exactement. Mais en fait, en ruralité, va à ta mairie, va chez ton voisin. Parce que ton voisin, en fait, il connaîtra sans doute quelqu'un qui fait que... Sors du bois, en fait, sors de chez toi. Et puis tu n'auras pas grand effort à faire pour que les gens s'intéressent à ton projet, en fait. Demain, tu viens. C'est les gens, tu as eu l'impression dans ton parcours de reprise avec ta femme que les portes étaient ouvertes ou que les portes étaient fermées. Mais portes plus qu'ouvertes, bienveillance absolue. Et je pense d'ailleurs, parce que c'est pareil, là, on regarde Atelier du Ferré avec l'œil de 10 ans après, ça cartonne, on est dans la hype, tout va bien. Mais je rajoute même à ta méfiance, c'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, 12 ans de ça, quand on commence à bosser sur le projet, c'est un projet complètement dingo, quoi. C'est-à-dire qu'on reprend une manufacture historique, rurale, familiale, qui devait disparaître pour fabriquer des jeans dans le monde de la mode, qu'on va vendre partout dans le monde. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, si tu n'es pas
enfin, si tu n'as pas autour de toi un œil bienveillant, un œil vraiment, l'envie de comprendre presque l'extra-financier de ce projet, en disant, tiens, ça va peut-être créer des emplois sur le bassin de vie, ça va peut-être générer du dynamisme, quand les gens viendront pour Atelier Tuffery, ils finiront au resto, ils achèteront des biscuits à la châtaigne et tout ça. On t'a demandé de le prouver, ça, ou pas? Tes interlocuteurs, est-ce qu'ils t'ont demandé de un peu évaluer les retombées locales, les partenariats locaux, le développement du territoire Moi, si tu veux, je l'aurais... ils me l'ont pas demandé dans la mesure où je leur ai prouvé avant qu'ils me le demandent. Okay. Tu vois, rapidement, et en fait, c'est super, c'est quand on fait à Florac, on va parler un peu chiffres, parce que non pas pour que je fasse le fanfaron, surtout pas, mais pour montrer encore une fois et pour déconstruire cette image que vous avez encore de la ruralité. À Florac, donc là où on a la maison mère, là où mon arrière-grand-père a fabriqué ces fameux pantalons en toile de Nîmes, c'est un village de 2000 habitants. On a la manufacture qui est visible, visitable, tu la connais très bien, Aurélie. On fait sur la caisse enregistreuse, alors ça fait un peu vieux quand je dis ça, mais sur l'iPad de caisse. Je veux pas retomber dans le cliché, quoi. Dans l'iPad de caisse à la manufacture, là où on a une boutique, on fait 2 200 000 hors taxe de chiffre d'affaires. Là, on va ouvrir Paris dans quelques jours, en plein cœur du Marais. Ouais. On a budgétisé 1 million. Alors, sans doute qu'on fera plus, peut-être qu'on fera un peu moins. Mais c'est pour vous dire à quel point si vous avez une expérience à offrir, si vous avez des bons produits, si vous avez un super service, les gens sont mobiles. Et on en est l'exemple vivant. On est dans l'endroit le plus inaccessible de France. Ouais. Tu le vois, les infrastructures routières, ferroviaires, tout ça, c'est rude quand même de venir à Florac. Par contre, on est au milieu d'un cadre de vie absolument fantastique, en plein cœur du parc national des Cévennes. C'est labellisé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On vit dans une carte postale. Les gens s'y déplacent. Et donc, pour répondre à ta question, c'est que on a beaucoup aussi joué sur ça. C'est-à-dire que la personne qui vient pour faire de l'escalade dans les gorges du Tarn, elle passe chez Tuffery. Donc ça, c'est super parce que moi, ça me fait un espèce de gain indirect. Et vice-versa. C'est-à-dire que la personne qui a entendu parler d'Atelier Tuffery par je sais quel moyen vient à Florac. Et puis ils se disent, putain, attends, mais c'est trop chouette ici. Ouais. Vas-y, viens, on reste le week-end. On va faire du canoë dans les gorges du Tarn, on va faire une rando sur le Mont Lozère. Et donc ça, rapidement, ce côté... c'est pour ça, quand je dis qu'on a commencé crescendo, de suite, en fait, les pouvoirs publics l'ont rapidement compris. Okay. Et puis, c'est ce que je te dis sur la proximité, c'est-à-dire que 2-3 fois, en lien avec le conseil municipal, je sais pas moi, la femme ou la cousine d'un conseiller municipal qui a une chambre d'hôte, elle reçoit une fois quelqu'un qui vient passer le week-end parce qu'il est venu acheter des pantalons, puis 2 fois, puis 3 fois. Et puis le charcutier du village qui pose la question, eh bien, messieurs, dames, vous êtes accent un peu pointu, d'où vous venez? Eh bien, on vient d'Orléans, mais du coup, on vient parce qu'il y a la fabrique de jeans et tout. Donc, en fait, rapidement, ça infuse. C'est pour ça que ça rejoint la question d'avant sur l'ultra-proximité. Et c'est là où je trouve que dans cette quête de sens, dans cette quête de relations humaines, dans ce challenge de l'IA qui arrive, dans cette ultra-digitalisation des modèles, revenir sur des relations franches, nettes, claires, humaines et sincères, je suis quand même en train de me demander, enfin moi je le sais, mais je pense que c'est les facteurs de réussite à demain. L'artisanat. Ouais, mais ça me paraît de ça, mais surtout le contact vrai. Et puis on a cette notion de, voilà, le charcutier du village, il est très content qu'il y ait un atelier Tuffery sur son territoire parce que du coup, son panier moyen augmente parce que nous, quand on va faire l'ourlet de ces gens, on va leur dire, si vous voulez, pour patienter, allez dans le cœur du village, il y a une saucisse aux herbes. C'est une tuerie, quoi. Et moi, ça joue presque en ma faveur aussi, ce côté-là. Donc c'est pour ça, c'est comment tu théorises ça? Je sais pas, si ce n'est profond. Mais tu le ressens, tu le vois et tu le ressens et les gens le ressentent, ils comprennent. Et là, tu vois, Rebelote, on part sur une extension de manufacture, donc c'est encore presque 1 million d'euros d'investissement. C'est encore plus simple, quoi, parce qu'on a fait nos preuves et donc c'est encore plus chouette, même jusqu'à la présidence de la région, Carole Delga, qui est une dame extraordinaire, qui est la première ambassadrice, quoi. Tu la vois à la télé, elle habille un atelier Tuffery. Voilà, bingo, quoi. Et le fait de rester familial et le fait que vous réinvestissez à chaque fois vous permettent aussi moins de communiquer. Tu dis, je t'ai déjà vu sur des plateaux où les gens connaissaient la marque américaine et moins Atelier Tuffery. Est-ce que tu sens quand même que c'est plus, du coup, tu manques un peu de moyens pour communiquer et inonder un peu et faire des campagnes de marketing ou des choses où comme tu dis, tu es sur un temps long, même sur les opérations marketing
Et puis, ou est-ce que vous n'avez pas besoin de ça finalement et le truc vient tout seul, va monter? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon métier, le plus facile, j'ai envie de te dire que le plus facile, c'est de vendre des pantalons et d'ouvrir des boutiques. C'est très simple. Tu as un peu d'argent, tu prends un archi d'intérieur. Ouvrir des boutiques, alors qu'on parle du e-commerce. Du commerce, du digital. Mais oui, mais on va en parler de ça. Toutes ces boutiques. L'expérientiel, en fait. L'expérientiel. C'est-à-dire que. Donc, du coup, tellement de sujets. Toujours plus, mais on va y arriver. On a encore du temps. Mais sur cette notion de réinvestissement. Aujourd'hui, si tu veux, on est dans un vrai temps sincère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a notre vrai défi, il est sur les capacités de production. Ok. Il n'est pas sur la vente. La vente, on a hélas beaucoup plus, enfin tant mieux, je ne sais pas comment dire, hélas tant mieux, on a beaucoup plus de demandes que ce qu'on est capable de produire, donc c'est formidable, c'est super. Par contre, nous derrière, c'est le temps long de la fabrication. Alors pourquoi le temps long de la fabrication? Là aussi, on n'a pas choisi la simplicité, mais je pense qu'on a choisi la longévité. C'est-à-dire qu'un jean, ça vous devez le savoir, c'est 80 étapes de fabrication. C'est-à-dire que du rouleau de toile qu'on pose sur vos fesses, il y a 80 actions quasiment. Et encore, je les résume un peu. La logique économique absolue, et c'est ce qui se passe partout sur la planète à l'heure où on se parle, c'est-à-dire que vous embauchez normalement pour 80 tâches, on est le taylorisme à l'état pur. Normalement, vous embauchez 80 personnes, vous les formez à une tâche, une machine. Tu décomposes tout. Vous les asseyez le matin, vous faites en sorte qu'ils se lèvent le moins possible. Tu sais, un petit rail convoyeur qui amène le travail, un petit rail convoyeur qui reprend le travail, étape 1, étape 2, étape 3. Alors là, je vous donne la formule magique, si vous voulez me concurrencer, pour écraser les temps, pour vraiment être hyper compétitif. Sauf qu'aujourd'hui, c'était le cas déjà en 2016, on se posait cette question en 2016, on se disait, mais attends, mais qui veut bosser comme ça en 2016 ? Il y a des gros challenges autour du Made in France. Si on pense que la manufacture de demain sur nos territoires, c'est le taylorisme de hier, des années 60, en fait, on a perdu sans commencer, quoi. Donc nous, on a complètement briqué tout ça et on est parti à l'inverse absolu, c'est-à-dire qu'on a dit, les personnes chez nous, on va les former à l'entièreté des gestes. D'où les 2 ans et demi de formation à l'interne. Évidemment, on récupère un secteur d'activité, le textile et les jeans. Il n'y a plus d'école en France depuis 40 ans. Technicien machine à coudre industriel, ça n'existe plus, les formations en France depuis 40 ans. Donc on récupère un truc complètement à l'abandon. C'est pour ça, quand on parle du talent, en fait, on n'avait presque pas le choix, quoi. Donc 2 ans et demi de formation, pourquoi? C'est qu'on forme à l'entièreté des gestes. Et ce qui est super, et quand vous reviendrez à la manufacture visitée, je vous le montrerai, en fait, on va complètement, nous, fragmenter tout le travail. On va faire ce qu'on appelle des bûches de montage de 12 à 14 répétitions. Et en fait, la personne, par exemple, s'assoit sur l'étape 5, elle fait ses 12 répétitions, elle se lève et elle change et elle va sur l'étape 44, comme ça diversifie. C'est ça. Et même quand ils sont malades. Et tout le monde sait faire, en fait, le process. Nous, par exemple, on doit être la seule manufacture du monde, on n'a pas imposé les congés. Ouais. Ça aussi, excusez-moi, mais quelle aberration. On envoie tous les ouvriers de France à même moment en congé, là où les routes sont surchargées, là où les locations sont le plus chères. Enfin, c'est pas juste, en fait. C'est pas juste. Et c'est surtout que tes cadres ou tes secrétaires administratifs quelque part, tu choisis de partir quand tu veux, tu es en télétravail, t'es machin, alors que le monde ouvrier doit encore subir les affres de management préhistorique. Donc on a changé tout ça et c'est super parce que pour le coup on est en 0 turnover, ça se passe hyper bien. T'attires aucun problème de recrutement. T'attires les talents, comment t'attires les gens? Parce que du coup c'est des métiers que tu dis ça fait 40 ans, donc forcément j'imagine que c'est pas très connu. Est-ce que tu sens qu'il y a un attrait, les gens viennent te voir pour... Est-ce que dans ton entourage, est-ce que tu n'as jamais autant entendu parler de reconversion professionnelle et de travailler de ses mains? Si. Bon, mais voilà. Donc du coup, moi, c'est souvent, on tombe dans le cliché. Tu es dans la réalité, tu ne peux pas embaucher. Stop, s'il vous plaît, stop. Parce que, mais vous on est très cliché aujourd'hui. Mais je suis là pour les déconstruire aussi, enfin, en tout cas avec mon exemple. C'est-à-dire que nous, ça a été le cas depuis le début, tout simplement parce que il n'y a jamais eu autant de monde qui était désireuse de travailler dans des boîtes qui ont du sens. Enfin, nous, on est quand même sur... On en a encore peu parlé, mais sur une mission écologique, quand même. Enfin, on parle de la mode. La mode, on est le 2e ou le 3e, ça dépend des années, c'est pas glorieux. On est sur le podium des activités les plus polluantes au monde. Nous, on fait quand même sacrément différemment, avec une vraie empreinte écologique et territoriale et sociale. Donc, on n'a jamais eu autant de monde... Enfin, il n'y a jamais eu autant de monde qui souhaitait bosser, c'est-à-dire donner de leur temps. Bon, certes rémunéré, mais donner le temps dans des boîtes qui ont du sens, écologique et social. On n'a jamais eu autant de monde qui souhaitait retravailler de leurs mains. On n'a jamais eu autant de monde qui souhaitait être en reconversion professionnelle. Et surtout, ça va vous faire sourire, mais on n'a jamais eu autant de monde qui souhaitait fuir les métropoles. Il y a quand même des gros enjeux, réchauffement climatique, surdensité des métropoles, temps de transport, coût de l'immobilier, tout ça. Puis donc COVID en gros, aussi, et voilà, et ce que j'allais dire, donc déjà de base, nous on avait quand même un peu identifié, d'où aussi le fait de complètement revoir la place de l'être qui fait dans notre manufacture. Le Covid est venu nous mettre un plan promo
formidable pour travailler de vos mains dans une boîte écologique et surtout loin des villes. Et là, plus ça va, plus cette douce chanson, en fait, elle se propage. Et je te regarde avec beaucoup de plaisir. On n'a aucun problème de recrutement. Alors ça, c'est assez génial. Mais ça, à la limite, tu fais gaffe parce qu'à grand coup d'Instagram, on pourrait complètement pipoter les gens, envoyer des CV, ça va marcher. Moi, surtout, ce que je regarde, c'est les gens qu'on embauche, est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils partent. Ton turnover. Et c'est surtout qu'on a 0 turnover. Alors après, ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire que, alors, le problème, c'est que je suis très mal passé pour le dire, parce qu'on est là à Paris, loin des équipes. Descendez, apportez vos micros de ce podcast auprès des équipes qui ont choisi de venir s'installer dans la ruralité, bosser dans une manufacture, à Florac. Posez-leur la question de pourquoi ils vont le faire. Et vous verrez qu'ils seront presque plus militants que moi de la ruralité. Par contre, il faut respecter ces gens-là. Il faut bien les payer. D'où le fait de la chaîne de valeur. On est obligé de vendre nous-mêmes nos produits pour redescendre de la chaîne de valeur. Pour que ces gens-là, en fait, ils se disent juste bon, ma douce illusion de la reconversion professionnelle et de travailler de mes mains dans la ruralité, ouais, non, en fait, ça fait 6 mois, ça me gonfle. Parce que je gagne mal ma vie et tout. Ça, en fait, il faut déconstruire tout ça. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été autant le moment de le déconstruire. Punaise, mais monter des offices, monter des manufactures dans la ruralité. L'immobilier est moins cher. Les gens sont heureux d'être là. Ils ne subissent pas la ville, comme beaucoup de Parisiens subissent Paris, par exemple. Pourquoi vous ne le faites pas plus? Le smile. Bien sûr. Ouais. Décor de... Mais bien sûr. Donc, c'est pas un problème. Carte postale. Ouais, c'est ça. Mais puis c'est chouette. Et puis, encore une fois, je mets ma casquette de jeune papa. Mais qu'est-ce que c'est génial. Mon grand, il a 7 ans. Il est en train de CP là, en septembre. Ils sont 14 ans. C'est l'école publique. Hein. Ils sont 14 en classe. Ils font école 2 jours par semaine dans le jardin. Enfin, je sais pas, ça, c'est pas le luxe de demain. Tu m'as convaincu. Ça y est, on déménage. Mais non, mais c'est pas le luxe de demain, ça. Il va à l'école en vélo. Bien sûr. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que... La nature. C'est pour ça que... Voilà, si vous voulez, je suis prêche un convaincu. Non, mais je suis un peu obligé d'être poil à gratter parce que vous l'êtes dans vos questions en disant ça va, Julien, pas trop dur la ruralité. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire... Et vous, c'est pas trop dur la ville. Si. Mais voilà, donc questionnez-vous. Donc, filez, allez prendre l'air, quoi. Et puis, au pire des cas, vous mettez vos fesses dans un train. Je suis à porte à porte, aller au pire, et je sais que je suis la partie la plus accessible de France. Hein. Je suis à 5 heures de Paris. Tout va bien. On n'est pas au Groenland, quoi. Tout va super bien. Attends, je suis perdue. Moi, je t'ai perdu. Pour le parti réinvestissement sur le marketing, est-ce que du coup Mais non, en fait, du coup, là, vous avez pris du temps déjà à former. Donc là, vous avez même une académie, enfin comme s'il y avait une académie pour former. Et le marketing, nous, le marketing, il était à la marge presque parce que. Alors après, attention, il ne faut pas qu'on tombe dans le mauvais chef d'entreprise rural un peu éloigné. C'est-à-dire que nous, pour le coup, on a, j'ai envie de te dire qu'on a les mêmes standards de com en proportion que Zara, quoi, presque. Et on parle d'une boîte familiale, artisanale. C'est-à-dire que rapidement, et c'est pour répondre à ta question, je pense que le succès de la Maison du Fer aujourd'hui, c'est ce beau mariage entre le savoir-faire très historique de mon arrière-grand-père et tous les moyens de la Startup Nation qui se sont montés. Donc, tout ce qui est à la pointe sur toute l'acquisition en 360, que ce soit de l'Ads, Social Ads, Google Ads, de la newsletter, des campagnes de référencement, du SEO, tout ça, en fait, on fait tout ça. Alors après, oui, nous, on a plutôt fléché ce qu'on gagnait dans la manufacture, dans la production. Mais par contre, on s'est toujours fait un point d'honneur en disant il faut au moins qu'on soit dans les 8-10% du chiffre d'affaires en com, quoi. On a beaucoup travaillé notre base client. Et aujourd'hui, ce qui est super, c'est notre plus beau levier marketing, c'est le bouche à oreille. C'est aussi pour ça on a un taux de recommande et de fidélité de nos clients qui est, aux yeux des spécialistes du web market, et ce n'est pas ma spécialité personnelle, on a un taux de retour. Ouais, non, de retour, clients qui reviennent acheter. Ouais, pardon, de recommande qui est astronomique, quoi. C'est chouette. Et pourquoi ça rejoignait la perche que tu me tendais aussi ce matin? C'est-à-dire que les gens, en venant chez nous, ils achètent plus qu'un pantalon, en fait. Plus qu'un vêtement. Ouais, si c'est qu'une question de se vêtir, franchement, ils descendent dans leur rue, ils vont au premier store qu'ils prennent, ils achètent un jean, ça leur coûtera peut-être 5 fois moins cher qu'un atelier Tuffery, et basta, ils sont habillés. Mais en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils viennent vivre une expérience, acheter un produit dans lequel on leur prouvera qu'est-ce qu'on va faire de leur argent. Ils se sentent un peu finalement militants d'un monde d'après, en disant « Ok, moi j'ai contribué à ça ». Leur jean, ils vont le porter des années, ça va devenir évidemment leur jean préféré. Un projet durable. On va le réparer. Ils pourront le mettre sur notre ligne, sur notre website de seconde main s'ils changent de morphologie. Ils pourront en acheter d'autres. Et puis, c'est surtout cette notion, que tu le disais, alors fierté, moi je fais un peu gaffe à ça, parce que faire gaffe, les fiertés, ça remplit pas les frigos quand même. Mais c'est vraiment cette notion
au même titre qu'il y a encore quelques années, c'est encore la peau dure, t'achètes un logo, tu vois, que tu affiches. Ouais. Là, ils achètent presque, ils sont très fiers de dire dans leur déj, dans leur after work du jeudi soir, mais ouais, qu'ils ont acheté un jean, qu'il a été fabriqué dans les Cévennes, que c'est avec de la Qu'ils ont fibre. peut-être visité le lieu de fabrication. Exactement. Ouais, en plus. Et donc, c'est bien parce que ça rebat aussi un peu les cartes. On pourra en parler pendant 8 jours d'affilée sur, tiens, le commerce de demain ressemblera à quoi ? Quelle émotion il dégagera ? Et surtout, pourquoi les gens achèteront des biens de consommation demain ? Évidemment, je ne suis pas très objectif pour parler de tout ça. Mais du coup, on arrive à un point intéressant. Du coup, alors pourquoi ouvrir une boutique en physique à Paris ? Ouais. Alors, merci parce que c'est l'actualité. On ouvre au 1er avril dans le Marais. C'est bientôt. Et Ouais, il est quand très même belle. avec nous là. Tu veux nous dire où t'es placé ouais. dans le Marais ? Ouais, on est à rue des Blancs-Manteaux, au 39 ok. rue des Blancs-Manteaux. Donc, Génial. c'est trop chouette. On est trop fiers. Ah ouais, fier là. Ben ouais, fier. Alors fier parce que ça permet de répondre à ta question. Si tu veux, moi je vois pas ça comme souvent, et c'est vrai que je le vois là. Je suis pas mal de rendez-vous là sur Paris et tout. C'est waouh, vous ouvrez à Paris. Moi j'ai tellement du mal. En fait, c'est pas du tout la finalité. C'est simplement une étape. C'est-à-dire que pareil, cette boutique parisienne, on aurait pu, quand on met il y a 10 ans 3 millions d'euros dans une manufacture, on aurait pu se dire bah non, en fait on met 3 millions d'euros dans un flagship parisien. Ouais. Beaucoup de maisons ont fait ça en disant il faut qu'on commence par briller. Et c'est toujours le rapport au temps long en fait. Avant de faire les fanfarons à Paris, on avait tellement de chantiers prioritaires. Je vous l'ai dit, la transmission, reconstruire des manufactures, reformer du personnel, réapprouver nos modèles sociaux de fabrication, nos modèles environnementaux, les filières. Et donc on s'est dit, bien sûr que c'est chouette, capitale mondiale de la mode. On ouvrira Paris, mais on ouvrira Paris quand on sera prêt, en fait. Et surtout quand on aura fait la grande checklist d'une entreprise durable pour les 300 prochaines années, en disant il ne faut pas qu'on crame de l'énergie et des budgets. À un moment, on ne sera pas prêt. Donc aujourd'hui, Paris arrive 10 ans après. C'est chouette, on est prêt parce que la fabrication est chouette. On a une équipe extraordinaire. Ça fait 3 ans qu'on éprouve notre modèle de vente hors de nos murs et hors du web à Montpellier. Donc ça fait 3 ans, Ah oui. 3 ans qu'on a fait notre super laboratoire de vente hors de la maison mère à Montpellier. C'est génial, on a une équipe extraordinaire. Donc voilà, encore une fois, un bon paysan ingénieur. Ouais, le pop-up nous aide aussi à palper ce que veulent les gens. Sur ça aussi, Donc check. Ok, on est prêt. Trop bien. Donc on a recruté l'équipe depuis septembre. Donc gros onboarding chez nous parce qu'on passe beaucoup de temps, les gens passent beaucoup de temps à la manufacture avec toutes les équipes. On est prêt et c'est chouette parce que Paris, au-delà du chiffre, c'est surtout une énième vitrine. Et finalement, tu vois, il y a un exemple, ça va vous faire sourire, mais pour nous, ça en dit tellement long. Tout le parvis d'entrée de la boutique à Paris, en fait, on a fait monter des pierres de Lozère. Ouais. Tu vois, c'est un peu cette notion Bien. symbolique, tu vois, refrisson. C'est cette notion de se dire, le premier truc que tu touches quand tu passes à la boutique à Paris, C'est paf, une tu pierre fous tes pieds sur des dalles de schiste qui viennent De des Cévennes. Bam, voilà, vous arrivez là. Donc c'est ce côté, c'est une vitrine, c'est évidemment un énorme hub commercial parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec notre modèle un peu limité, notre modèle décidé, pas limité, mais limitant, du non-essayage facile, on sait qu'aujourd'hui, c'est documenté, c'est chiffré, on a plus de 85% des gens qui sont en adhésion avec la marque, avec des valeurs, prêts à dépenser, qui ne le font pas parce qu'ils ne peuvent pas essayer. Et évidemment, ces gens sont surtout concentrés en région parisienne, donc c'est aussi très stratégique cette boutique à Paris. Mais s'il vous plaît, pas la charrue avant les bœufs. Et encore une fois, conseil aux futurs entrepreneurs, vous aurez le temps de faire les fanfarons. Enfin, franchement, construisez vos fondations. À la fin, c'est ingrat. Les fondations ne se voient pas, mais c'est ce qui tient la maison. Quoi. Mais est-ce que le magasin, du coup, tu l'as pensé différemment ? Vous l'avez pensé différemment Nous, nos magasins, ils sont déjà différents. C'est-à-dire qu'à la manufacture, tu as la manufacture derrière. Donc là, c'est un magasin où il y aura beaucoup quand même d'expérientiel. C'est le magasin dans lequel on va faire du sur-mesure. C'est le magasin dans lequel on va réparer ton pantalon. C'est évidemment le magasin dans lequel où tu essayes et tu repars avec ton ajustement sur-mesure. Chose qu'on fait, nous, depuis que j'ai 4 ans, je vois mon père ajuster des pantalons pendant que les gens sont en train de payer. Quoi. Ce qui est normal. Enfin, même, je ne conçois pas comment on peut vendre des pantalons sans les ajuster. Je suis plutôt à l'inverse. Et puis ce rapport toujours avec il y aura quasiment toujours quelqu'un des Cévennes à Paris. Et nous, on va toujours essayer de faire descendre les équipes de Paris à Florac en roulement permanent, en fait. pour créer une vraie dynamique collective. En fait, c'est pas un truc délocalisé. C'est vraiment, c'est une petite tentacule de ce magnifique poulpe cévenol, quoi. Et attends, je cherche aussi, parce que tu parles souvent aussi de ce cliché du Made in France qui est beaucoup trop cher. Et et je sais que tu l'as déjà fait passer ce message, mais tu dis que les chiffres, c'est 10 millions de Français achètent des jeans.
À environ 120 € fabriqué à Alors, l'étranger. je le reformule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette notion toujours un peu très plateau télé d'ailleurs, oui, mais Julien, c'est bien ce que vous faites, c'est super. Mais pas que plateau télé, en fait, tu l'entends beaucoup. Mais ouais, c'est ça, le Made in France, c'est cher. Ouais. Donc, le frein au Made in France, c'est le prix. Stop. Premièrement, moi, le combat de ma génération, donc la 4e, ce sera d'aller chercher donc, ce que tu commençais à dire. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, en France, il se vend entre 70 et 90 millions de jeans chaque année en France. Je parle que du jean, je ne parle même pas de la chemise, de la veste, le jean. Sur ces 70 millions, je prends fourchette basse parce qu'en ce moment, la conso ne se porte quand même pas très bien. Fourchette basse, il y a plus de 10 millions de jeans qui sont achetés en France par an à plus de 120 € TTC. Et ces jeans sont fabriqués à l'autre bout de la planète. Donc, mon constat, il est juste très simple. C'est-à-dire que si ces gens-là, qui mettent déjà ce pouvoir d'achat dans cette fringue, fabriquée à l'autre bout de la planète, à pouvoir d'achat équivalent, switché sur un jean qui coûte le prix de notre jean en France, je me suis amusé à faire le petit calcul ça fait 9500 emplois à Florac l'année prochaine pour les fabriquer, ces jeans. Ah oui, c'est ouf. Donc, c'est pour ça que et c'est valable partout. Donc là aussi, gros manque d'éducation dans les écoles, presque c'est de l'éducation civique. Mais encore une fois, déconstruisez ce cliché. Le Made in France, c'est cher. C'est pas cher, c'est coûteux, mais c'est coûteux parce qu'on prouve pourquoi on ne peut pas le faire moins cher. Et c'est surtout juste stop. Déjà, tout l'argent que vous foutez dans ces fringues-là, peut-être achetez-en moins, un peu moins. Qui dure, qu'on vous réparera. Achetez-les en France et je vous jure que je vous le prouve, votre pouvoir d'achat ne sera pas amoindri. Ça, c'est notre premier combat. C'est aller chercher ces 10 millions de personnes qui déjà mettent ça. Et on le voit quand on les reçoit souvent dans la boutique, on voit une espèce de naïveté, mais qui est mignonnette. C'est-à-dire, ils disent... Putain, mais ouais, en fait, j'ai toujours l'habitude d'aller dans la marque apostrophe S de l'autre bout de l'Atlantique. Mais ouais, en fait, au même prix, qui est fabriqué à l'autre bout de la planète, en fait, au même prix, il y a vos jeans qui sont même mieux, que vous me réparerez, tout ça. Ah ouais, mais j'avais pas pensé. Voilà. Moi, mon combat, il est là, et ça fait des sacrés millions de personnes. Et ensuite, quand on aura gagné ça, avec encore des grosses doses d'éducation, on partira du principe qu'un jean Atelier Tuffery que vous achetez 120 balles, si vous le portez 5, 6, 7 ans, parce qu'on vous l'aura réparé entre-temps, ou pas d'ailleurs, en fait, quand vous le divisez, ça fait 15 balles de jean par an. C'est largement moins cher que 3 merdes que vous achetez à 20 balles que vous porterez moins de 2 ans, quoi. Donc, encore une fois, mon jean, il est moins cher qu'un jean de la fast fashion qui ne tiendra pas. Mais là, on revient de loin parce que ce volet éducatif, il a été, hélas, oublié depuis des générations, quoi. Ça, c'est sûr. Damien, il va déjà en acheter un juste après. Ouais, exactement. Non, mais je veux pas justement. Je cherche des pantalons en ce moment. C'est pas lié. Alors, attends le 1er avril. Alors, voilà, tu te présentes et on te fera le petit prix des copains, même. Voilà, je le dis à l'antenne. Avec plaisir. Mais mais juste, je m'en fous que vous achetiez. N'achetez pas. C'est pas ce que je veux dire. Si j'ai besoin. Là, j'ai une chance sur 2 de basculer dans le pénible qui parle parce qu'il prêche pour sa paroisse. Je m'en fous. S'il vous plaît, n'allez pas acheter les pantalons. Ça m'est égal. Mais expliquez à vos proches que des initiatives comme ça, partout, là on parle d'habillement, mais dans l'alimentaire, dans l'ameublement, dans les lunettes, dans les chaussures, des initiatives comme les nôtres, il y en a partout. Là on est à un moment de la France où franchement c'est pénible, on n'a que du négatif qui remonte. Des initiatives positives, que ce soit en ruralité, dans les cités, partout, des initiatives positives, il y en a partout. Le seul problème que l'on a, nous, et on en a parlé, tu m'as posé la question Damien, c'est qu'on n'a pas les budgets marketing des très gros pour briller. Des très gros qui font les choses moins bien que nous. Donc, s'il vous plaît, bouche à oreille. Venez à notre micro. Ouais, non, mais que vous achetiez ou que vous achetez pas, mais parlez-en autour de vous pour juste se dire qu'en fait, des initiatives positives, il y en a partout. Et les jeunes qui voulaient entreprendre des belles endormies, comme l'étaient les jeans Tuffery il y a 10 ans, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Mais un point très important, je pense aussi pour d'autres entrepreneurs qui sont issus de la ruralité, tu as baigné dedans, dans la manufacture. Tu as baigné dans ce milieu où tu avais de la famille qui était entrepreneur. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas cette connaissance peut aussi se lancer? Est-ce que quelqu'un qui décide d'aller... qui vient du territoire, hein, qui vient de la ruralité, mais qui n'a pas baigné... Ouais, alors moi, si tu veux, j'ai quand même baigné dans une boîte qui devait disparaître. Okay. Oui, donc tu n'avais pas forcément cette vision... On m'a presque déconstruit en disant « Mon fils, s'il te plaît, ne sois pas chef d'entreprise. C'est trop galère, quoi. Okay. Enfin, c'est trop galère. » Donc moi, j'ai plutôt baigné dans ça. Mais la résilience, tu as quand même vu ton j'ai père vu travailler... l'humilité. Alors voilà, c'est ce que tu dis. Et c'est pour ça que le principal des conseils, c'est que franchement, la chose c'est à la fois la plus difficile et la plus facile pour entreprendre. Juste, soyez hyper travailleur. Je n'ai personne, je le dis ouvertement, je n'ai personne dans mon entourage. Personne qui est bosseur,
qui est curieux, qui est respectueux des femmes et des hommes, et qui a un peu de bon sens, qui n'a pas réussi, qui ne sait pas... Alors réussi, je ne sais pas s'ils sont devenus milliardaires, mais en tout cas qui ont échoué. Je veux dire, s'il y a... Et c'est une certaine notion de résilience. Donc moi, là, pour recoller avec ta question, alors je suis largement pané avec une cuillère d'argent dans la bouche, vous l'avez très bien compris. On m'a pas briefé à l'entrepreneuriat depuis que j'ai 8 ans, mais c'est juste, j'ai vu autour de moi. Des gens bosseurs. Ah ouais, des bosseurs. Des bosseurs, et en disant, ouais, c'est compliqué. Avec du sens aussi. Ouais, et puis surtout en se disant, en fait... juste te plains pas et bosse, quoi, en fait. Te plains pas et bosse. Et tu vois, mon père, qui était un peu ce marginal à fabriquer ses jeans dont tout le monde n'a strictement rien à cirer dans les années 90-2000, ben juste, c'était un gros bosseur, en fait, qui était baigné de conviction dans un territoire où il y a beaucoup de bosseurs. C'est aussi pour ça, la ruralité. Alors, je vais pas tomber dans le cliché de en ville, c'est un télétravail et à la campagne, ça bosse à la ferme. Surtout pas ça. Mais il y a quand même ces notions un peu, ces notions de territoire, de ça bosse, quoi. Ça s'entraide, ça bosse. Quand tu as un problème, tu as toujours quelqu'un, le ferronnier du village, le plombier, le machin, tu as toujours une aide. Je sais pas, moi je trouve que... Donc c'est pour ça, valeur, bosser. Putain, et soyez curieux et aimez les gens qui vous entourent. Et aller taper à la porte du voisin. Ouais, et moi c'est ce que je dirais à mes gosses. Perdre, c'est si t'es... franchement, si t'es sympa, si tu t'intéresses, mais en fait, quand tu auras une question et ou un problème... Les gens t'aideront. Mais bien sûr. T'écouteront. Et c'est là où encore, ces notions de proximité humaine. Franchement, ce que je dis à mes équipes, l'IA risque de faire plein de choses, peut-être sur l'administratif et tout, mais c'est génial, ça va nous dégager du temps pour être encore plus ensemble. Parce que je pense que c'est des valeurs cardinales. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, j'ai encore 2 questions qui vont être dans la même. Il y a les moments de doute, quand même, tu n'en as pas parlé, et les moments de l'entrepreneur, toi et Myriam, les moments où ça va pas, où c'est peut-être été tout le temps comme ça, mais il y a peut-être aussi des moments où il y a des choses qui n'ont pas marché. Tout ça, comment vous les vivez aussi, et est-ce que tu n'es pas trop seul, pas que par la ruralité, mais comment tu vis ça? Et puis ma deuxième question, c'est comment ils voient aujourd'hui les oncles? Est-ce qu'ils sont fiers? Qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui? Mais d'abord, la première, c'est... On a beaucoup parlé des choses qui marchent, que tout va bien, la manufacture qui remonte. Mais j'imagine que ça n'a pas été ça pendant 10 ans. Et ces moments-là, comment vous les avez vécus? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais non, mais alors ça, pour le coup, je suis quand même assez transparent sur mon LinkedIn et tout, mais que c'est dur. Et ouais. Mais que c'est incroyablement dur d'être chef d'entreprise. C'est pour ça que moi j'ai un respect, mais alors absolu pour le la chef d'entreprise, qu'ils aient un salarié ou qu'ils en aient 80, que c'est dur. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi la simplicité. Tu vois, j'étais audité au Sénat là, il y a le mois dernier. Et pareil, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile d'être entrepreneur, dans le sens où on est percepteur de l'impôt, on est quasiment agent social, on est en général gestionnaire immobilier, on est banquier parce que souvent l'avance sur salaire, machin, tout ça. On est obligé de se démerder parce que la réglementation elle est tellement complexe qu'en fait on est tout le temps être en éveil pour faire plein de choses. Donc non, c'est terriblement difficile. Hein. Je pense qu'encore une fois, on le fait, on est et ça aussi, gros message, ne le faites pas pour l'argent, à moins que vous ayez trouvé la super idée dans laquelle vous bossez pas et vous devenez riche. Je pense qu'on se nourrit de cette perpétuelle envie de faire bouger les choses. Mais que c'est dur. Franchement, c'est terriblement difficile. Tiens, on rejoint un couple. Souvent, on a le truc en disant, oh là là, vous entreprenez un couple, mais comment vous faites? Mais moi, je suis plutôt à l'inverse en disant, mais heureusement qu'on a été en couple, en fait, parce que sinon, je pense que déjà, le couple n'existerait plus. Et c'est surtout que dans les moments de doute, en fait, t'es deux. C'est génial, quoi. Donc, c'est pour ça que alors, c'est sûr que c'est problématique parce que à 6h, quand le réveil sonne, on parle boulot. À 23h00, quand on tente de se coucher, on parle boulot. Entre-temps, on a les petits, on a tout ça. Donc, c'est sûr que charge mentale max. Mais par contre, c'est top parce que quand ça va pas, des doutes, des périodes de doute, mais des périodes de doute, on en a eu. Moi, au début, je me souviens d'un moment qui a été un peu... où j'en ai pleuré toute la nuit en disant, tu sais, tous nos anciens collègues d'école d'ingénieur, on se retrouve chaque année, un week-end, c'est le week-end de l'ascension, grosse chouille, grosse bringue, tout ça. Et c'était donc au début, donc il y a 11 ans de ça, on n'avait pas encore repris, on allait reprendre officiellement, on allait racheter, donc on allait
breaker notre CDI, on allait rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Évidemment, au moment où on avait 30 ans, ou quand tu as 30 ans, tu es ingénieur, c'est cool. Alors, tu n'es pas milliardaire, mais tu commences à être bien. Tu n'as pas encore de gosse, donc c'est cool. Tu as deux, tu as un peu de pouvoir d'achat et tout. On en profite. Et là, donc, le débat avec quelques bouteilles de rouge et tout, les trucs, en disant ah, mais nous, ça. Donc, nous, on allait racheter l'entreprise. Donc là, on s'est dit alors, crois sur les vacances pendant un moment, un truc, on ne sait pas trop où on va, on retourne vivre chez mes parents, alors qu'on venait d'acheter un appart à Perpignan, enfin, tout ce truc-là. Et là, ah, mais nous, on va se payer là, on va à New York. Ah, mais nous, on part à Melbourne. Ah, mais nous, là, c'est trop chouette parce qu'on va partir dans un petit truc, là, machin. Et là, je regardais Myriam, tu vois, on était à table. Alors, évidemment, on perd pas la face parce qu'on est un peu fiers, tu vois. On s'est dit, non, c'est un vrai choix, c'est assumé. Putain, la nuit, effondrement total en disant, waouh, mais où est-ce qu'on va en fait Et doutant, et je me suis dit, mais je sais pas où, tu vois, j'en parle, je pense que je peux avoir les larmes qui me... Et là, pour le coup, on se sent un peu seul. Alors, nous, on n'était pas seuls parce qu'on était deux. Mais là, on se dit, qui peut comprendre ça ? Qui peut comprendre ce truc ? Mon père et mes oncles qui, quand même, depuis ça faisait 2 ans qu'on leur parlait qu'on voulait récupérer, mon père qui me disait ouais, t'es sûr ? T'as vu qu'on en a acheté quand même ? T'as pas eu une adolescence dorée parce qu'on tournait cette manufacture ouais, vraiment, t'es sûr ? Plus ces gens dont je vous ai parlé qui t'empêchaient de dormir en disant ouais, vous êtes timbrés, c'est la crise de la trentaine, ça va vous passer. Donc ça, c'est hyper difficile. C'est un peu dur parce que tu peux pas en parler, c'est-à-dire tu peux pas en parler à tes banques, ils sont au milieu de ça. Tu peux pas en parler aux équipes de la région et tout parce qu'ils sont au milieu de ça. Là où par contre, ce que je conseille sur les entrepreneurs, je l'ai peut-être pas assez fait, mais on n'en a pas trop souffert parce que on n'a pas eu de gros moments de bad en fait. On a eu des petites anecdotes difficiles, on n'a pas eu de gros moments de bad. Essayez d'aller dans les bons groupes d'entrepreneurs. Ah ouais, c'est avant alors, de passer à la deuxième question de religion, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir sur ça ? Est-ce que tu es allé voir des gens ? Non, mais alors gare, parce que je parlais en début d'entretien des bullshit time. Ouais. Ah, t'en as beaucoup des business clubs, des machins, des trucs qui servent à rien. Mais alors t'en as tous les soirs, tu vas. Ouais, gaffe. Petit cocktail par jour. Par contre, allez essayer de trouver le bon format. Alors je l'ai pas fait, je les côtoie souvent, mais j'ai pas pris le temps d'y aller. Le CJD apparemment, et le CJD fait un travail absolument extraordinaire sur ça. Vous êtes jeune chef d'entreprise, allez vous entourer parce que ces moments de bad, vous allez trouver des gens dans lesquels qui sont dedans, qui sont dedans, qui l'ont vécu, qui peut-être vont le vivre. Voilà, mais attention à ne pas vous diluer parce que c'est quand même pas des gens qui vont bosser à votre place. Donc ok, ils vous apporteront un petit verre d'eau et vous essuieront le front quand ça va pas, mais ils seront pas quand même avec vos salariés le lendemain. Mais je pense que allez croiser des entrepreneurs, des entrepreneurs, pas des conseils aux entrepreneurs, parce que là aussi il y a toute une palanquée de consultants. Mais ils ont pas fait, en fait. Qui vont vous expliquer à grands coups de plein de choses, de formations payantes et tout, comment faire, mais qui n'ont pas fait. Prenez le temps d'aller humblement, et c'est pas un constat d'échec, d'aller parler à des entrepreneurs. Et je suis... mon téléphone est accessible. Si vous voulez, contactez-moi. On est un peu débordé, mais contactez-moi. Et franchement, avec grand plaisir, quoi. Et tu as réussi à créer ce club dans la région, là-bas Ouais, il y en a. Ouais. Il y a des clubs chouettes. Alors, il y en a plein. Il y a des clubs qui sont très engagés sur le côté RSE. Alors, voilà, sur lequel nous, on est quand même pas mal pourvoyeurs de conseils parce qu'on a fait pas mal de choses. Il y a un club autour des entreprises familiales. Ça, c'est chouette aussi parce que tu vois, des fois, tu te dis... des fois, le soir, tu prends hélas, tu allumes Insta, tu regardes, tu te dis oh là là, mais qu'est-ce qu'on se fait caguer dans nos démarches de ouf. Alors qu'apparemment, il y en a qui sont à la limite de la malhonnêteté, qui font des choses et qui oui, c'est génial ce que tu fais. Non, c'est pas génial en fait ce que tu fais. Et donc, c'est bien aussi de se ramener sur ces notions de temps long. Donc, il y en a, gare à la dilution, mais allez parler, tu vois, allez parler à des. Essayez de ne pas tomber dans le syndrome de la solitude du chef d'entreprise. Parce que vous pouvez l'avoir. Pareil, tes salariés, ils ont beau être super. Et ils sont super. Si tu veux, leur raison de se lever tous les matins, malgré le fait qu'on est des champions du monde des salariés, c'est le top du top, mais ce n'est pas tes raisons à toi de te lever tous les matins. Bien sûr. Donc là aussi, tu pourrais te dire, au début, tu vois, putain, c'est relou là, parce que putain, on fait tout ça, pourquoi pas... Mais en fait, non, c'est juste normal. En fait, c'est pas eux les chefs d'entreprise, c'est pas eux, leur capital, c'est pas leur boîte, c'est pas tout ça. Donc ils ont beau être les plus formidables du monde, juste accepte que le soir, tu prends pas ton téléphone à 20h pour les appeler, en fait. C'est plus leur rôle, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Si eux t'appellent, réponds, parce que c'est ton rôle de répondre. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas leur rôle de te répondre. Dur, hein. Et là, par contre, t'appelles un autre copain chef d'entreprise. Et ça se fait naturellement, parce que c'est ce que je te disais, quand tu commences à monter tes dossiers, à des choses... Tu rencontres des gens. Ouais, tu rencontres des gens. Tu te fais aiguiller. Ouais, alors là aussi, gros conseil. Moi, c'est toujours ce que je me dis dans mes relations, alors que ce soit les... Bon, les copains, ça, il s'est fait, parce que les copains, le couple, tout ça, mais prenez le temps... Enfin, acceptez qu'il y ait du temps pour bien connaître les gens.
attention. Et moi, pareil, même sur des équipes qu'on recrute, moi, je me suis fait un point d'honneur à ne pas critiquer positivement ou négativement une personne pendant la première année. Et franchement, nous, on est passé donc, du coup, de 2 salariés, mon père et mon oncle, à 43 maintenant. On a fait c'est que de la candidature spontanée, c'est que des gens... Et vraiment, j'ai plein d'exemples sur le côté de quelqu'un où, tu sais, qui est un peu en dedans, tu te dis, oh, putain, est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur ce recrutement? Surtout qu'on met beaucoup de cœur au recrutement, à la formation. On dit, ah merde. Et en fait, tu vois la personne se éclore, se déployer. Sortir de sa chrysalide. Ouais, et là, tu te dis, oh là là, mais c'est génial, en fait, ce qui se passe. Mais il faut accepter ce temps long. Et à l'inverse, peut-être, des gens sur lesquels on a préféré se séparer parce que tout feu, tout flamme, là c'est le cas d'or du monde. Et en fait, tu t'aperçois que c'est beaucoup de vent. Donc, c'est pour ça, temps long aussi. Temps long. Et ouais. Patience. Patience, ouais, mais c'est super. En fait, ça permet de construire des modèles hyper solides, quoi. Ouais, bah, t'en es bien la preuve. Il est l'heure de terminer, mais on va quand même répondre à la question. Et alors, Jean-Pierre, Jean-Jacques, Norbert, qu'est-ce qu'ils pensent Putain, tu me rattrapes avec cette question. J'avais tout fait pour essayer de broder pour pas que tu me la poses. Mais on les salue et nous, on est aussi super fiers, en tout cas, de voir ce que vous avez fait. Moi, je vais encore à Florac chaque année et de voir ce que vous avez fait. On ne parle pas des apéros aussi qui se créent tous les jeudis. Sur les toits de la manufacture. Sur les toits de la manufacture. Enfin, ils ont vraiment fait un truc de dingue. Donc, comment ils sont super contents aussi, non? Super fiers. Je sais pas, tu vois, là, vous en parlez pas. Tu vois mon regard qui tombe parce que non, mais t'es pas obligé de répondre. Le Cévenol Cossenard lozérien, il a beaucoup de pudeur. Je dois être le Cévenol qui parle le plus. Parce qu'il y a beaucoup de pudeur. Alors en plus, quand tu trouves, je sais qu'il ne me le dit pas, parce qu'il ne me l'a jamais dit. Moi, mon père me remonte tout ce qui ne va pas, mais il ne me dit pas tout ce qui va bien. Mais je sais, je le connais par cœur. Enfin voilà, j'ai les larmes qui me montent. Il est fier, il en a chié quand même. Il en a chié. Et encore une fois, c'est très particulier, parce que dans ce village-là, j'y reviens, c'était le marginal qui n'avait rien compris. Et aujourd'hui, j'ai une phrase qui résume, c'est-à-dire que quand mon père il est à la machine, tu as dû le voir là, avec ses lunettes au bout du nez, la main, il est à sa machine. Quand les gens viennent, rentrent dans l'atelier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'atelier tout le temps, qui le tapent sur l'épaule en disant « monsieur Tuffery, franchement, bravo, c'est super ce que vous avez fait. » Et là, il se retourne comme ça et il dit « Moi ? Ah mais moi, j'ai rien changé en fait. C'est votre regard qui a changé sur notre travail et c'est ça qui est super. » Bim. Bim, quoi. Et des regards qui ne demandent qu'à changer, et des chefs d'entreprise un peu vieillissants dans la ruralité qui attendent de la jeunesse avec un peu de bon sens. Il y en a 1000 des reprises d'entreprise. Putain, mais allez les voir, les jeunes. Des reprises, il y a un chiffre édifiant, j'essaierai de retrouver-le, mais je crois qu'il y a 10 millions d'emplois en France dans les 10 prochaines années qui dépendent des reprises d'entreprise, sur lequel il y a X milliers de chefs d'entreprise vieillissants qui arrivent enfin et qui ne sont pas posés la question de la reprise. Mais juste, il y a des business models qui vous attendent bras ouverts. Les jeunes et les moins jeunes. Allez-y. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant, qu'est-ce que c'est inspirant. Franchement, merci. On pourrait rester des heures. On aurait pu parler du management aussi. On aurait pu parler de comment, vous aussi, vous avez réussi et tout ça. Non, exactement. On est contraint par le temps, mais on est super content parce que tu as passé vraiment des messages assez incroyables qui sont assez alignés aussi avec la thèse de Time For, du fonds qu'on vient de lancer. Donc merci à Myriam, merci à vous, merci aux équipes d'Atelier Tuffery. C'est aussi grâce à vous tous que Julien il peut venir parler. Moi tout seul, je serais personne. Alors, vraiment, je serais bien creux, quoi. C'est le collectif, c'est ce qu'on dit aussi chez Daphne. Je vais te demander de piocher une dernière petite carte, parce que je pense qu'on a quand même 2-3 minutes, et pour répondre à cette dernière question. Et puis, je demanderai aussi le mot de la fin de Damien, juste après. Plaisir. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que... Si j'ai fait tout ça... ça rejoint aussi le pourquoi on a entrepris. C'est que si jamais, je sais pas, je rentre dans les Cévennes demain, le TGV déraille, je quitte ce monde. J'essaierai, avant de monter au ciel ou je ne sais où, je passerai par les Cévennes, quand même, par la manufacture, en regardant un peu la manufacture de haut et toute l'équipe et tout ça. Et je dirais que moi, voilà, si j'ai fait tout ça, c'est au moins... Enfin, moi, j'ai fait mon œuvre, entre guillemets. C'est que moi, une de mes fiertés, c'est de me dire, quand je me couche le soir, et là on le voit en période électorale et tout, je ne suis pas qu'un contestataire d'un écran lisse de smartphone, quoi. C'est-à-dire que moi, oui, à un moment donné, il faut beaucoup de courage, on a beaucoup travaillé, mais au moins, j'ai laissé ça. L'amende est un calvaire écologique, humain, c'est un calvaire environnemental, social. Bon, ben voilà, si j'ai fait tout ça, c'est parce que moi, j'ai laissé ma petite trace de me dire que, OK, on vend que 70 000 produits par an.
Eh ben merde, c'est 70 000 produits à moins qui viennent de l'autre bout de la planète, fabriqués dans des conditions sociales et environnementales dégueulasses. Tu as apporté ta pierre à l'édifice. Exactement. Ouais. Et s'il vous plaît, faites-le. Et j'aimerais que nos grands dirigeants valorisent plus le... Ouais, je ne veux pas tomber dans le stéréotype du petit colibri, mais quand même. Eh ben, écoute, le message est passé. Damien, un mot de la fin ? Ouais, merci beaucoup Julien, c'était hyper inspirant. Ça ouvre, je trouve, plein de portes sur la reprise, sur l'entrepreneuriat dans les régions, dans la ruralité, et de montrer aux gens qu'il faut aussi oser aller vers l'autre. Je pense que c'est un des gros messages que je retiendrai, de dire toc à la porte de ton voisin. En fait, il connaîtra peut-être quelqu'un, qui connaîtra quelqu'un, qui connaîtra quelqu'un. Être aussi optimiste, que les gens soient bienveillants avec toi. Je pense que c'est un des plus gros messages à retenir aujourd'hui, et que ne pas voir l'entrepreneuriat comme un risque, et de le voir plutôt comme une opportunité de retrouver du sens, de se donner pour une entreprise dans laquelle on croit, une filière dans laquelle on croit, et des superbes valeurs. Et ne soyez pas matérialiste. C'est-à-dire que je pense que nous, un de nos grands... ce pourquoi on a gardé la tête froide au début, c'est qu'on n'est profondément pas matérialiste, en fait. On s'en fout de gagner très vite de l'argent. Et déjà, quand tu t'enlèves ça de la tête, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est plus simple, en fait. Et en fait, les problèmes ne sont plus des problèmes. Parce qu'au pire, tu décales un peu la temporalité. Mais comme l'a dit Aurélie, c'est vraiment des messages et des valeurs qu'on essaye de porter avec Time4, alors avec une façon de faire un peu différente et qui n'est pas adaptée forcément à toutes les entreprises, mais c'est vraiment des profils et des entrepreneurs de ce type qu'on recherche à accompagner, justement, à pouvoir porter des messages haut et fort, point de vue national, régional, de dire que le bassin, enfin le vivier est partout en fait. Arrêtons de regarder que avec notre petite lorgnette. Et le talent n'a pas d'adresse. Ouvrons nos horizons. Exactement. Et allez voir des gens que sur le papier vous pensez qu'ils sont pas dans vos cartos, dans vos cartographies d'entrepreneurs, dans vos cartographies de... Mais en fait ils font des choses géniales. Et c'est surtout que je pense que ces gens silencieux là, eux ont les vraies clés de demain pour tous les défis qui nous attendent, environnementaux, sociaux, géopolitiques. Je pense que il faut y aller, quoi. Et achetez-vous un jean Tuffery. C'est nous. De préférence. Venez à Florac cet été, vous allez tous regarder. Venez visiter la manufacture. Venez rencontrer Julien. Ils y sont souvent avec Myriam aussi, les équipes. Et on voit aussi Jean-Pierre qui est là. Et moi, les oncles. Alors tu vois surtout mon père Jean-Jacques. Jean-Jacques, putain. Tu as complètement le droit entre le Jean-Jacques, Jean-Pierre et Norbert. Tu vois surtout Jean-Jacques, exactement. Qui sera là à l'inauguration de Paris. Très fier, tu poseras la question, Damien. Qu'est-ce que ça lui fait? C'est le 31 mars, 1er avril. Ah oui, alors attends. 1er avril, ouverture, et il sera là le 1er avril, le GG. Pas de souci. Franchement. Merci pour ce temps et merci d'apporter des regards sur les territoires. Je pense que c'est un vivier, tu parlais de vivier d'idées et de rencontres. Vous en avez pour les 120 prochaines années de prise de parole. Eh ben, merci. Génial. Et on remercie Gaz Européen, notre sponsor, qui soutient aussi ce projet Time4 et ce podcast et qui veut mettre en lumière tous ces entrepreneurs issus des quartiers de la ruralité. Merci à tous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. À très vite. À très vite. Au revoir. Salut. Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone.